rebonjour à tous et puis bonjour à ceux qui nous ont rejoints pour cette deuxième séquence sur l'hydrogène, vecteur de la transition énergétique des bâtiments et des territoires. Donc on a évoqué précédemment effectivement l'hydrogène comme outil d'autoconsommation d'énergie produite sur des bâtiments, sur des sites isolés. Et donc on va aborder maintenant plutôt l'intégration de l'hydrogène dans des visions des systèmes énergétiques beaucoup plus globaux qui peuvent toucher des territoires assez larges. On va le voir dans la suite de la discussion. Et donc on a gardé M. Olivier Jarret sur la partie Enedis qui va nous montrer un autre aspect de l'hydrogène en tant que soutien finalement potentiel au réseau. Il va nous expliquer un petit peu comment les technologies d'hydrogène peuvent venir soutenir les réseaux qui sont sollicités par cette interconnexion avec les énergies renouvelables. Et puis on reçoit M. Armel Lehen de Durance-Luberon-Verdon Agglomération qui va nous présenter un projet très intéressant d'une vision très intégrée sur un territoire assez large de ce vecteur hydrogène avec les autres vecteurs énergétiques. Et puis M. Christian Bastien d'Afner Énergie qui va nous parler d'une façon de produire de l'hydrogène un peu originale qui n'est pas trop évoquée encore jusqu'à maintenant à partir de bioressources et qui là également peut intervenir dans des territoires ruraux mais pas que, puisqu'on a également de la bioressource dans les métropoles, avec les déchets par exemple. Et donc on va essayer de décrire cette façon dont l'hydrogène peut pénétrer dans nos systèmes énergétiques un peu globaux. Donc je me retourne vers M. Olivier Jarret pour lui redonner la parole sur cette fois-ci comment ces technologies d'hydrogène, on pense beaucoup électrolyse. L'électrolyse, c'est un appareil qui transforme de l'électricité en hydrogène et qui est potentiellement, qu'on peut démarrer, arrêter, alors je dis à volonté, c'est-à-dire que là encore, il y a des visions économiques à mettre en œuvre, mais qui peuvent donner de la flexibilité au réseau. Donc comment là encore, Enedis, EDF, regarde ce problème et comment ils peuvent utiliser l'hydrogène comme un vecteur de flexibilité qui sera intéressant pour l'avenir. Alors bonjour. Pour démarrer, en fait, Enedis a donc étudié, bien entendu, et a suivi les évolutions hydrogène en France, la réduction des coûts des systèmes d'électrolyse et de piles à combustible, associée à la réduction aussi du coût des énergies renouvelables, pourrait à moyen terme rendre la production renouvelable d'hydrogène à partir de l'électricité économiquement compétitive pour des applications telles que la production industrielle, dont c'est un objectif, la décarbonification, c'est un objectif du plan du gouvernement sur l'hydrogène. C'est aussi la mobilité électrique ou la prolongation de la mobilité décarbonée ou la prolongation de la mobilité électrique. Et c'est aussi l'utilisation dans le réseau de gaz naturel ou l'alimentation électrique des sites autonomes dont on en avait parlé un petit peu tout à l'heure. Associé à ça, en fait, le succès récent des acteurs industriels de la filière ont suscité un nouvel engouement de la part des collectivités territoriales de l'ensemble des régions de France métropolitaines et donc ont poussé aussi Enedis à regarder un certain nombre de solutions. Donc 2 applications de ces technologies pourraient être pertinentes pour Enedis. La première, c'est l'utilisation de piles à combustible à hydrogène comme prolongateur d'autonomie de véhicules utilitaires et électriques, donc pour la flotte de véhicules d'Enedis. Et la deuxième, c'est les systèmes de production d'hydrogène par électrolyse, qui sont pour nous des postes de consommation, donc ça c'est une première chose, mais qui sont très flexibles, comme vous l'avez dit tout à l'heure, et donc susceptibles d'apporter des services de flexibilité aux gestionnaires de réseaux de distribution. Alors je vais parler très rapidement de l'usage hydrogène pour la flotte de véhicules. Enedis est sollicité par les différentes collectivités territoriales dans le cadre de déploiement de flottes de véhicules utilitaires légers. Et ce qui nous permet, nous, par rapport à une électrisation de notre flotte qui commence à être de plus en plus massive, à trouver aussi pour d'autres usages où on a besoin de véhicules un petit peu de plus grande capacité, surtout qui sont capables d'avoir des autonomies plus importantes, de regarder donc avec la prolongation d'autonomie, avec l'hydrogène. Et donc on a actuellement des sites qui expérimentent quelques véhicules sur Sarreguemines ou sur Cahors. Le deuxième sujet donc, sont les travaux sur les services de flexibilité qui sont apportés par les systèmes de production d'hydrogène aux gestionnaires de réseaux de distribution. Donc Enedis en fait a lancé une étude sur les services de flexibilité pour les gestionnaires de réseaux de distribution que pourraient apporter les systèmes hydrogène. On a commencé déjà à consulter les industriels de la filière pour regarder en fait les technologies qui étaient les plus proches d'un déploiement commercial. Et du coup, il y a 2 cas d'études qui sont raccordés au réseau de distribution, bien entendu, qui ont été envisagés. Alors, le premier cas d'étude, c'est un système d'approvisionnement en hydrogène qui est appelé semi-centralisé, c'est-à-dire que
qui repose sur un centre de production d'hydrogène important de plusieurs mégawatts, qui après qui approvisionne un réseau régional de stations de service d'hydrogène via une flotte de camions. Ce système peut aussi injecter dans le réseau gaz de GRT Gaz, de gaz naturel. Le deuxième, c'est un système qui est géographiquement un petit peu plus diffus, c'est-à-dire qu'on retrouve un centre de production qui est raccordé au réseau de distribution, soit en moyenne tension, voire en basse tension, mais derrière qui se situe directement sur les lieux de recharge de véhicules, donc des flottes de bus par exemple, ou des flottes de véhicules légers. Ces électrolyseurs, donc dans les deux cas, sont utilisés pour la production d'hydrogène et sont des charges capables de réagir très rapidement, donc quelques millisecondes, à la fois à la hausse, donc capacité de doubler la charge pendant plusieurs minutes, ou à la baisse. Le modèle économique de ces systèmes est tiré aujourd'hui principalement par l'alimentation des véhicules. Il est tiré aussi par potentiellement la capacité, dans le premier cas, d'injecter de l'hydrogène sur le réseau de gaz naturel, ou alors via des services systèmes fournis par RTE qui permet, en fonction des capacités d'effacement, de aussi rémunérer les systèmes de production. Alors, pour le gestionnaire de réseau de distribution, l'étude a permis d'explorer des conditions contractuellement et économiquement acceptables pour ce type de système, afin de proposer en fait des services de flexibilité donc aux gestionnaires de réseau de distribution à la marge de leur activité principale, mais qui permet d'apporter deux systèmes de flexibilité, un engagement de consommation minimale en cas de contrainte de réseau en injection, ou l'inverse, un engagement de consommation maximale en cas de contrainte de soutirage sur le réseau. C'est une bonne nouvelle sûrement pour les gens qui développent des projets dans leur territoire et qui cherchent à valoriser au mieux leurs propres ressources énergétiques et en particulier leur énergie renouvelable. Donc on peut peut-être effectivement demander à M. Armel Lehen comment il voit d'abord cette approche et puis comment vous avez joué avec l'ensemble de ces éléments, plus tout le potentiel que vous avez sur le territoire, à la fois en termes de production d'énergie, de stockage d'énergie, vous allez revenir dessus, et puis également l'inventaire des usages que vous avez pu identifier pour voir comment un vrai projet de territoire finalement peut naître et grandir. Oui, donc moi je vais plus m'exprimer en tant qu'élu, donc vice-président d'une agglomération, plus qu'en technicien, quoi. Donc ce projet-là, c'est avant tout, et je le rappelle souvent, c'est d'abord un projet de territoire. Avant d'être un projet industriel, bien évidemment, il y a une facette industrielle très très importante avec des grands partenaires, mais c'est un projet de territoire, en gros, qui répond à quelques enjeux majeurs pour ce territoire. Vous avez un slide là, c'est une petite agglo, 25 000 habitants, 25 communes. Pour ceux qui ne connaissent pas la région, donc c'est Manosque, c'est au nord de Aix-en-Provence. Avec une particularité, c'est que c'est un territoire qui est couvert par deux parcs régionaux, le parc du Verdon, le parc du Luberon, et avec une activité touristique majeure. Ce projet, notre territoire a cette ambition sur trois facettes. Un, je pense qu'aujourd'hui, on parle beaucoup de transition énergétique, de transition écologique, mais aujourd'hui, moi je le dis souvent, c'est pas avec 3 panneaux photovoltaïques sur des toits qu'on va régler le problème. Il y a un enjeu du passage à l'échelle, c'est-à-dire aujourd'hui comment on répond dans nos territoires à ces enjeux-là à l'échelle plus industrielle, quoi. Ça c'est un premier enjeu, c'est vis-à-vis de nos habitants et de nos concitoyens, les accompagner et leur donner une vision en disant voilà, le territoire a capacité à répondre à ces enjeux. On a vu les débats qu'il y a eu il y a quelques semaines et quelques mois sur les gilets jaunes, les taxes, etc. etc. C'est-à-dire que c'est de la responsabilité de nos collectivités de donner une vision là-dessus. Donc ça, c'est le premier enjeu, qui est le projet sociétal. Le deuxième enjeu, c'est un enjeu économique. C'est-à-dire que nos collectivités, il faut aussi qu'elles trouvent de la ressource financière, qu'elles génèrent des emplois, qu'elles génèrent de l'activité. Et ce projet-là, il est aussi pensé à cette échelle-là. C'est-à-dire que derrière ça, c'est de l'ordre d'1 milliard d'euros d'investissement à terme. C'est, on l'estime, un certain nombre de centaines d'emplois créés, de milliers d'emplois sur la filière hydrogène, dans toutes ces dimensions. Je vais y revenir. Et puis, c'est aussi une possibilité pour nos collectivités d'asseoir ces ressources financières. On en parle beaucoup, les collectivités tirent la langue, elles ont du mal, il faut qu'elles trouvent aussi de nouvelles ressources financières, le développement économique en est un, et ça c'est un projet qui a
pour ambition de répondre à cette question-là. Pour finir mon propos liminaire, mais il me paraît important parce que je pense qu'il assoit tout le reste, notre territoire a une longue histoire avec l'énergie. C'est depuis très très longtemps un territoire, disons, avec un solde positif en matière de production d'énergie. Alors bon, historiquement, c'est les grands barrages de Serre-Ponçon, de la Durance, qui sont effectivement, qui ont déjà un certain nombre de dizaines d'années. Mais depuis, il y a le CEA de Cadarache, qui est quand même aussi un pôle très important en matière de recherche et de mise au point d'un certain nombre de techniques. Très récemment, sur notre territoire, à la porte de notre territoire, il y a le grand projet mondial ITER, qui est un projet mondial qui implique un certain nombre de nations, 7 ou 8 nations, les États-Unis, le Canada, enfin la Corée, le Japon, l'Inde et bien sûr l'Europe, qui a pour un projet à 40-50 ans pour mettre au point la fusion nucléaire. On ne parle pas de fission, mais de fusion. Bon, bref. Et puis, dernier élément, depuis très longtemps aussi, on a sur le site de Manosque une quarantaine de cavités, donc artificielles, qui ont été constituées, dans lesquelles sont stockées à peu près un tiers des réserves stratégiques d'hydrocarbures françaises et un certain nombre de cavités qui stockent du gaz naturel. Et j'ai coutume de dire que quand on coupe le robinet de gaz à Manosque, on coupe le gaz à Nice et à Marseille. C'est une image, mais c'est un outil de régulation extrêmement important dans le réseau de gaz. Voilà, donc une grande histoire et une population qui est finalement très cultivée par rapport à ces questions et ces logiques d'énergie. Alors sur le projet proprement dit, je vais passer rapidement sur un certain nombre de slides parce que je crois qu'elles n'ont pas... C'est simplement pour dire que notre projet il s'intègre dans une démarche de la région plus large, parce qu'il y a aussi des projets sur Marseille, il y a des projets sur le Var, autour de la mobilité hydrogène maritime. Alors les caractéristiques du projet, c'est quoi ? C'est une analyse assez simple, c'est-à-dire aujourd'hui, notre territoire il se caractérise par un des meilleurs taux d'ensoleillement de France. Du foncier, puisqu'on est comme sur un territoire très rural, donc du foncier disponible, des collines, des mauvaises terres agricoles, des forêts de mauvaise qualité, etc. Donc ça c'est le maquis provençal, on va dire. À Manosque, des capacités de stockage tout à fait considérables. Chacune des cavités, qui sont des cavités artificielles, font à peu près 1 à 2 fois la Tour Eiffel. Donc des capacités de stockage énormes, sur lequel on s'est dit qu'il y avait capacité à stocker de l'hydrogène. Puisqu'on stocke du gaz, on stocke des hydrocarbures, pourquoi pas demain de l'hydrogène. Pour faire de l'électrolyse, il faut de l'eau, bien sûr, ça vous le savez. Donc on a quand même aussi un réseau entre la Durance et le Vernon, on a quand même de l'eau. Et puis on a aussi un réseau de formation avec une école de formation professionnelle qui n'est pas très vieille, l'Éco-Campus Provence, qui dédié à la formation sur les énergies renouvelables, le photovoltaïque, l'éolien, etc., et sur lequel on souhaite demain, clairement, développer une filière de formation hydrogène. Bon, voilà, ça je passe rapidement. Donc le projet, il consiste en quoi ? C'est à partir de à peu près 1500 hectares de fermes photovoltaïques, réparties sur l'intégralité de nos 25 communes, donc produire de l'électricité verte. À partir de cette électricité verte, l'implantation d'un électrolyseur, alors là effectivement de grandes dimensions, puisque là on est sur des dimensions, à terme on produirait entre 10 et 12 000 tonnes d'hydrogène par an. Donc c'est quand même tout à fait important. On change d'échelle par rapport à un certain nombre de projets dont on entend parler. On est vraiment sur un projet majeur industriel. Donc un gros électrolyseur implanté sur le site, là où il y a déjà toutes les cavités de stockage. Et puis peut-être la particularité, l'originalité de ce projet-là, en France, en Europe et probablement en partie dans le monde, c'est la capacité à stocker de façon massive cet hydrogène vert. Donc 2 caractéristiques, produire de l'hydrogène vert et pouvoir le stocker. Voilà, vous avez quelques chiffres là, je ne m'attarde pas dessus d'abord parce que je ne suis pas un spécialiste. En gros, la production d'électricité en termes de panneaux photovoltaïques, c'est l'équivalent d'une tranche de centrale nucléaire, pour avoir une référence. La production d'électricité donc, permet de produire à peu près 11 000 tonnes d'hydrogène vert par an, avec évidemment une régulation dans l'année, puisqu'il y a des périodes où il se ferait plus d'électricité que d'autres, vous le savez, avec le photovoltaïque, et puis donc un système de gestion sur l'année, avec, je crois que c'est le slide d'après, mais bon, je passe là aussi rapidement,
On considère qu'aujourd'hui, en gros, la moitié de l'électricité sera revendue sur le marché de gros, hein, parce que ça dépend des périodes où elle est produite, et l'autre moitié sera consacrée à la production d'hydrogène. Et ce sera variable dans le temps, ça c'est une moyenne annuelle, ce sera peut-être 80% à certaines périodes de l'année et 40% à d'autres périodes de l'année. Je ne rentre pas dans les détails, derrière ça il y a des hypothèses technologiques. Je vais m'arrêter un petit peu plus là-dessus, sur cet aspect-là. L'idée c'est que ces fermes photovoltaïques, elles soient d'abord sur le foncier communal. Pour deux raisons. La première, c'est que d'abord, on sait ce qu'on fait. Les communes maîtrisent leur foncier et peuvent dire oui, peuvent dire non. Par rapport à des tas de projets qu'on voit émerger en France entre des privés et des opérateurs, je pense que la collectivité, là-dessus, souhaite garder la main. Donc, premier élément, sur du foncier communal. On a fait un gros travail avec l'État pour définir ce qu'on appelle la doctrine, c'est-à-dire demain, où pourra-t-on installer des fermes photovoltaïques de 30, 40, 50, 100 hectares. Hein, on voit fleurir ça partout en France, hein, mais aujourd'hui, la collectivité a besoin de garder la main là-dessus et d'avoir une vision de ce qu'elle veut faire sur son territoire, surtout dans un territoire comme le nôtre, qui est un territoire extrêmement touristique. On peut pas... Il y a les problématiques de biodiversité, mais il y a aussi des problématiques d'intégration paysagère. Quand on est à proximité du parc du Luberon, quand on est à proximité du Verdon et de son canyon, on ne fait pas, évidemment, vous le comprenez, n'importe quoi. Il y a un enjeu, c'est que derrière ça, pour faire de l'électricité verte à des tarifs compétitifs, bon, il y a un modèle technologique et économique sur lequel on a travaillé, mais le premier élément, c'est qu'effectivement, il faut déjà que l'électricité soit elle-même compétitive. Si on a l'électricité qui est extrêmement chère, on aura du mal à faire de l'hydrogène vert pas cher, quoi. Donc voilà, donc ça c'est des choses sur lesquelles évidemment on travaille avec les industriels. L'objectif, vous l'avez là sous le slide, c'est, et ça nous a été validé par la CRE avec lequel on travaille au niveau national, donc on serait sur un coût de l'énergie de l'ordre de 30 à 35 euros du mégawattheure, c'est bien ça. Donc ce qui conduirait, ça c'est le slide de d'après, c'est une courbe que j'ai empruntée à M. Paul Luquez et à l'AIE, donc qui sont nos conseillers, je dirais, scientifiques sur cette question-là, qui montrent bien aujourd'hui que, alors vous avez d'un côté le prix en dollars, évidemment, du kilo d'hydrogène, et d'autre part le nombre d'heures par an où l'électrolyseur doit travailler. Donc aujourd'hui, on voit qu'à partir de 2000 à 2500 heures par an, voilà, on écrase les prix. Enfin, les prix ne baissent plus beaucoup. Ça, c'est une référence européenne, si j'ai bien compris. Donc, nous, notre valeur cible, c'est effectivement, on a aujourd'hui entre 1600 et 1700 heures d'ensoleillement sur lesquels les panneaux peuvent travailler par an. Vous voyez, on n'est pas encore tout à fait au top, mais ça veut dire que l'électrolyseur devra aussi travailler, pas uniquement avec l'électricité verte qu'on va produire, mais aussi avec l'électricité des barrages hydroélectriques sur le Verdon, sur la Durance. C'est-à-dire que ce sera malgré tout de l'électricité verte, mais elle ne sera pas nécessairement que issue de nos panneaux photovoltaïques. Bon, voilà, l'intérêt du stockage souterrain, j'en ai parlé rapidement, ce sont des cavités, donc il y en a une quarantaine. Vous avez le site, c'est un site qui est à proximité de Manosque. On a déjà fait les travaux exploratoires pour voir où cet électrolyseur pourrait être implanté. On attend beaucoup de la technologie, des progrès de la technologie, parce qu'on sait très bien que à ces dimensions-là, à cette échelle-là, les électrolyseurs haute température seront réellement un plus, parce que là, on n'est pas sur faire de l'hydrogène pour alimenter 2 bus et 3 voitures. Là, on est vraiment sur une autre échelle. Donc, c'est déjà un site Céveso, de par la problématique de stockage de gaz. Donc, ça nous facilitera beaucoup les choses en matière d'implantation de cet électrolyseur. On a réfléchi à d'autres énergies, il n'y a pas que le photovoltaïque, mais enfin l'éolien par chez nous, c'est pas très bien vu. Voilà, on est dans des zones qui sont paysagement très sensibles, Luberon, Verdon, etc. Donc on voit qu'on a beaucoup de mal. Et l'hydroélectrique, pourquoi pas, ça existe déjà. Les usages, parce qu'on en a peu parlé. C'est vrai que nous, on s'est plutôt positionné comme une métropole de l'énergie qui a pour vocation à produire de l'hydrogène et à le stocker. 65 000 habitants,
25 communes, très rurales. On est quand même réaliste. C'est pas nous qui allons, évidemment, sur notre territoire, consommer l'intégralité de cet hydrogène vert. Ceci dit, on est à proximité de grandes métropoles, hein, Aix-Marseille, qui est la plus proche, puisqu'elle est à nos portes. Hein. Donc aujourd'hui, ces usages, on les voit sur plusieurs niveaux. Premier niveau, qui nous semble le plus simple, bon, ça les professionnels le diront mieux que moi, c'est l'injection de l'hydrogène dans le gaz naturel qui est stocké sur Manosque. C'est-à-dire verdir ce gaz. On a j'ai plus les chiffres en tête et les quantités, mais aujourd'hui, les 11 000 tonnes d'hydrogène, Géométhane, donc qui gère ces cavités, hein, Sterenergy Géométhane, estime qu'aujourd'hui, vu la consommation de gaz dans ces cavités, en 3 semaines, on vide les 11 000 tonnes d'hydrogène en enrichissant en gaz. Donc vous voyez, on est sur des échelles de cet ordre-là. Donc ça paraît, alors je sais qu'il y a des travaux en cours au niveau national sur voir quel taux on peut enrichir le gaz naturel en hydrogène. On verra quelles sont les conclusions. Mais nous, on se positionne dans cette logique-là, verdir le gaz. Flexibilité des réseaux électriques, là je laisserai les interlocuteurs enfin moi qui en parleraient mieux que moi, mais effectivement on travaille beaucoup avec RTE, là on n'est pas avec Enedis, on travaille beaucoup nous avec GRT Gaz, les grands porteurs de réseau, hein, GRT Gaz et surtout RTE, on est en train de passer des conventions de travail avec eux, ça les intéresse beaucoup hein, en termes effectivement de régulation de la gestion de leur réseau, cet élément-là. Et puis on rencontre quelques industriels mondiaux prochainement encore. La problématique de l'avitaillement en hydrogène vert des industriels, ça les intéresse, quoi. Alors, souvent, ces industriels utilisent de l'hydrogène gris, vous le savez. Hein, donc, voilà. Donc ça, c'est un plus pour un certain nombre de ces industries. Pour finir, le dernier usage, celui dont on parle le plus, c'est pas forcément sur lequel nous, on est le plus mobilisé, hein, pas dire motivé, mais mobilisé, c'est la mobilité. Nous, on joue beaucoup sur la carte de la mobilité ferroviaire. C'est un débat en France. Vous savez qu'il y en a déjà en Allemagne. On a une ligne Marseille-Briançon, qui est la ligne des Alpes, qui est une ligne qui n'est pas électrifiée, qui est au diesel, etc. Donc nous, on porte l'idée auprès de la région. Et Renaud Muselier, il semble assez sensible à dire pourquoi pas sur notre région, faire en sorte que la première ligne à hydrogène, au moins sur la région sud, ce serait la ligne Marseille-Briançon, donc qui passe à Manosque. Et pourquoi pas créer une ligne d'avitaillement hydrogène à Manosque. Après, bon, les autres choses, vous les connaissez, hein, la mobilité bus. Nous, notre territoire, on a une 50aine de bus. Donc c'est pas avec 50 bus qu'on va pouvoir évidemment valoriser notre hydrogène. Voilà, donc je m'en arrête là, je répondrai. Alors on a un comité scientifique qui nous accompagne là-dessus, donc présidé par Paul Lucchese de Cap Énergie. Et puis voilà, on a souhaité, parce que j'entendais le premier débat, l'acceptation sociale d'un projet comme celui-là est majeure, avec 2 questions. C'est d'une part le risque. Hein. Au passage, je réponds à la première table ronde. Cette semaine, on a amené l'ensemble des élus de notre collectivité. Vous avez à Aix-Marseille l'école de formation des officiers sapeurs-pompiers de France, l'ENSOP, qui a la seule plateforme à hydrogène qui forme les pompiers au risque hydrogène sur la France. Donc ils nous ont fait une démonstration. Ils forment d'ailleurs beaucoup de pompiers européens au risque hydrogène, puisque c'est une des rares qui existent en Europe. Et je les sens extrêmement sereins, le milieu de la sécurité pompier. Je les sens très sereins par cette problématique du risque hydrogène. Ils considèrent qu'il est moins sérieux que beaucoup d'autres risques, y compris le gaz naturel ou ce genre de gaz. Bon, voilà. Donc voilà, un comité scientifique, peu importe, parce qu'on a besoin, sur un projet à cette échelle-là, de s'entourer quand même d'une expertise. Ça ne marche plus, donc je vais m'arrêter là. Voilà. Merci beaucoup. Puis effectivement, on voit que les territoires et à des échelles qui commencent à être assez importantes s'intéressent au sujet et trouvent des voies de valorisation de ce vecteur énergétique en couplage avec les autres vecteurs. Alors on parle beaucoup d'électricité, on parle beaucoup d'énergie renouvelable électrique. Tous les territoires ne sont pas forcément
favorisés par la nature et n'ont pas forcément le niveau d'ensoleillement qu'on pourrait avoir sur cette région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Donc on va parler d'une autre façon de produire l'hydrogène maintenant, parce qu'il faut savoir que l'hydrogène peut être biosourcé, c'est-à-dire produit à partir de bioressources telles que la biomasse forestière, agricole, ou voire des déchets ménagers. Et donc on va écouter M. Christian Bastien de la société Hafner qui a développé un procédé assez particulier, assez spécifique pour produire de façon assez importante de l'hydrogène dans des territoires qui justement ont des capacités agricoles, forestières ou même de déchets assez importantes. Oui, en effet, merci. Donc, le procédé s'appelle INOCA, Hydrogen Low Carbon, donc pour la production d'hydrogène décarboné totalement, et ce, à partir de biomasse. Alors, j'ai mis un petit S à biomasse qui laisse augurer beaucoup de possibilités en fonction des différents territoires. Mais auparavant, je vais vous parler un petit peu, quelques mots de l'histoire d'Hafner Energy, comment on est arrivé à sauter dans la transition énergétique à partir en fait de plus de 25 ans d'expérience dans la production d'énergie renouvelable à partir de biomasse. Nous conseillons des collectivités, des industriels, des territoires donc pour le déploiement de production d'énergie, notamment cogénération à partir de biomasse depuis de très nombreuses années. On a plusieurs références très intéressantes, je vous en présenterai quelques-unes tout à l'heure. Et en fait, avec le déploiement des nouvelles énergies, on s'est lancé à fond depuis 2015 dans la mise en œuvre de la solution INOCA, ce qui nous a permis de déposer de nombreuses familles de brevets pour ce procédé. Les petits exemples que vous voyez, alors peut-être, je m'excuse pour la salle, c'est des exemples un peu éloignés, les photographies sont petites. La photographie de gauche, c'est une centrale de cogénération qui brûle des biomasses, plaquettes forestières notamment. La photographie de droite, c'est une centrale dans le sud de l'Italie qui brûle des déchets issus de l'agriculture. On traite notamment des plaquettes forestières, on traite des résidus de taille des oliviers, par exemple, des résidus de production de tomates. On brûle également de la sensa, c'est les résidus de pressage des olives, produits très peu valorisés et très difficiles à valoriser, et que nous convertissons en électricité, en l'occurrence dans le sud de l'Italie. Donc on voit quelques exemples des gisements potentiels de production d'énergie. Et c'est sur ce socle d'expérience et de connaissances qu'on a donc déployé la solution INOCA. Vous voyez également un peu le parcours de l'entreprise. On est une entreprise modeste encore aujourd'hui, accompagnée toutefois par BPI France et également par un fonds d'investissement qui nous a rejoint en 2015. C'est ce qui nous a permis de développer ces technologies INOCA. Mais auparavant, alors peut-être pour ceux qui connaissent évidemment très bien l'hydrogène, juste quelques commentaires. Évidemment, le besoin mondial de l'hydrogène, il est considérable aujourd'hui. Ce sont des millions de tonnes d'hydrogène qui sont consommées sur la planète, avec, on l'observe depuis maintenant quelques années, une accélération extrêmement forte de l'intérêt pour l'hydrogène, autant de la part des industriels, des collectivités, évidemment, pour la mobilité, mais pas que, également pour les applications industrielles. Le souci, c'est que malheureusement aujourd'hui, tout cet hydrogène, il est malheureusement extrêmement gris, puisque la part effectivement renouvelable de cet hydrogène, elle est inférieure à 5%. Alors tous les efforts, autant par l'électrolyse que les autres procédés, à partir de biogaz notamment, permettent d'augmenter cette part de l'hydrogène renouvelable. Alors c'est bien pour la mobilité. Localement, on consomme, on n'émet rien à part de l'eau. Le problème, c'est qu'on déporte le problème en amont à la source de l'hydrogène. Donc il faut absolument que l'hydrogène soit d'abord renouvelable. Le deuxième point qui aujourd'hui freine encore le déploiement de l'hydrogène massif, c'est le coût de l'hydrogène. Aujourd'hui, sur des usages à la taille des consommations actuelles, on est bien souvent au-dessus de 10 à 15 euros le kilogramme, ce qui est encore perçu comme un obstacle au développement de cette énergie nouvelle. Donc vous l'avez compris, notre gisement, c'est la biomasse. Alors la biomasse, c'est vrai, elle est extrêmement abondante. Je cite ici quelques chiffres. Sur le territoire français, la production annuelle de biomasse dépasse 1000 TWh. Et j'entends par là des biomasses qui ne sont pas évidemment en concurrence d'usage. On ne va pas prendre des grains de blé pour faire de l'hydrogène, ça n'a pas de sens. Donc on est vraiment sur des biomasses mal ou très faiblement valorisées. Et par comparaison, c'est plus que le pétrole consommé en France par an. La biomasse est également une ressource au gisement qui est très compétitive.
Si on prend des plaquettes forestières, par exemple, qui sont plutôt jugées comme des produits qualitatifs par les énergéticiens, on est autour de 20 € le mégawattheure. Alors, nous raisonnons en termes d'énergéticiens. Et si on va vers des déchets, la valeur à l'entrée de cette biomasse, elle est souvent nulle, voire même parfois négative. Si on peut valoriser des déchets qu'aujourd'hui on incinère à grands frais, eh bien pourquoi pas les utiliser pour produire de l'hydrogène. Elle a un autre avantage, c'est qu'elle n'est pas intermittente, qu'elle est stockable, qu'elle est facile à transporter, en tout cas bien plus que l'hydrogène aujourd'hui, en tout cas tant qu'on n'a pas bien structuré les réseaux de distribution d'hydrogène. Et l'autre point qui est très important pour les territoires en particulier, c'est que la biomasse, elle est abondante partout. Et si on organise proprement les filières de collecte et de valorisation, c'est un outil de développement de l'économie circulaire locale. Pourquoi ne pas produire à partir de nos propres ressources, collecter localement l'hydrogène qu'on va utiliser pour la mobilité ou pour les usages industriels ? C'est aussi un facteur de développement de l'emploi, puisque en amont, on peut améliorer les filières de collecte et de ramassage des biomasses, et ça crée de l'emploi localement. Donc quelques mots maintenant sur le procédé Inoca. Donc c'est un procédé qui vise à produire de l'hydrogène renouvelable, vous l'avez compris, puisque l'entrant est entièrement renouvelable, et également compétitif. On conjugue les deux, renouvelable puisqu'il est issu de biomasse, et compétitif parce qu'on va atteindre des prix d'hydrogène très compétitifs. Sur les premières installations qu'on est en train de réaliser, les business plans qu'on a établis tablent sur un prix d'hydrogène qui varie à la pompe entre 6 et 8 € le kilogramme, ce qui est déjà très attractif. Et nous savons qu'avec des installations de taille un peu plus conséquente, là je m'étais mis à l'échelle de notre territoire et de relativement petits consommateurs, on sait qu'on va atteindre assez rapidement des prix d'hydrogène inférieurs à 4 € le kilogramme à la pompe, avec un hydrogène totalement renouvelable. Juste pour compléter, 1 kg, ça permet de faire 100 km pour comparer aux 10 € que coûterait aujourd'hui un diesel classique. Alors même si l'hydrogène, à ce prix-là, finalement, si on raisonne par rapport au prix du litre de gasoil, ça reste finalement assez attractif. Il ne faut pas oublier que l'hydrogène aujourd'hui n'est pas taxé, alors que notre diesel et notre gasoil et notre essence est fortement taxé. Donc on génère des revenus pour la collectivité, bien sûr. Et il faut voir aussi que les véhicules, aujourd'hui, consommateurs d'hydrogène, sont malheureusement encore très chers, puisqu'on est au début de leur cours de développement. Effectivement, un véhicule à hydrogène, c'est bien souvent de 70 à 100 000 €. Et forcément, c'est beaucoup plus cher qu'un véhicule à essence. Et c'est un frein, donc, ce prix d'achat, couplé au coût de l'hydrogène, c'est un frein au déploiement. Donc notre concept Inoca, il favorise l'économie circulaire, je l'ai déjà dit, pour des stations de production qui visent entre 5 et 100 kg d'hydrogène par jour. Par heure, excusez-moi. Voilà, par heure. Donc, alors, c'est fait par rapport aux quantités que vous citiez, mais par rapport à la réalité actuelle du marché, c'est quand même déjà très gros. Alors, comment est-ce qu'on peut régler le souci? Je vous l'explique un petit peu sur le procédé lui-même. C'est un procédé qui part de biomasse. Alors, j'ai illustré ça avec des granulés de bois, mais on verra quelles autres biomasses on peut utiliser. On a un procédé thermique, et donc par une voie thermique, on va chauffer à haute température la biomasse, qui aura pour effet de la carboniser en partie, donc sous forme de biochar, et également de vaporiser une partie de la matière organique sous forme de vapeur de thermolyse, qu'on va ensuite craquer à très haute température pour produire ce que nous avons appelé un hypergaz. C'est un gaz de synthèse issu de ressources naturelles et composé de monoxyde de carbone et d'hydrogène. Et finalement, qu'est-ce qu'on fait là? On fait ce que faisaient nos pères et nos grands-pères quand on faisait du gaz de ville. Vous avez parlé tout à l'heure du gaz de ville. Le gaz de ville, c'est du syngas. C'est la même chose. Et donc, pendant des années, on a utilisé du gaz de ville dans nos villes pour l'éclairage public, pour nos cuisinières. Et c'est de cet hypergaz que nous extrayons l'hydrogène. Notre procédé, il est extrêmement intéressant énergétiquement parlant, puisque nous atteignons un rendement énergétique sur la fraction convertie en hydrogène de l'ordre de 70%. Et sur l'ensemble du bilan énergétique du procédé, on est à plus de 85% de rendement énergétique, c'est-à-dire l'ensemble des coproduits biochar plus hydrogène. Rapporté à l'énergie entrante, on est autour de 85% de rendement énergétique. Alors, l'intérêt du procédé, c'est que dès le départ,
dès le début de fonctionnement de l'installation, on va produire du biochar et on va produire cet hypergaz. Et les deux sont des produits hautement énergétiques, valorisables dans des chaufferies pour les uns, dans des chaudières avec l'hypergaz par exemple, ou voire en injection dans les réseaux. Et l'intérêt, c'est quoi? C'est que même si nous n'avons pas de développement de besoin d'hydrogène, dès le démarrage de l'installation, on a des revenus. Et donc on amortit la construction de la station en absence d'un déploiement massif des besoins de mobilité. Et on résout le problème de l'œuf et de la poule qu'on connaît tous aujourd'hui en matière d'hydrogène, c'est que si on n'a pas de station hydrogène, personne ne va acheter de véhicules. Et si on a des stations hydrogène et pas de véhicules, qui va financer les stations de distribution d'hydrogène? Et c'est la problématique qu'on rencontre aujourd'hui, puisque sans le recours public, le soutien financier des pouvoirs publics, il est quasiment impossible de rentabiliser une station de distribution d'hydrogène. J'entendais d'ailleurs très récemment que la plupart des stations de distribution d'hydrogène implantées en Allemagne, qui aujourd'hui ne font que distribuer de l'hydrogène, fonctionnent avec des pertes annuelles de l'ordre du million d'euros par station. Donc évidemment, toutes les collectivités ne peuvent pas se payer et c'est un fardeau pour la collectivité. Donc dans notre procédé, le fait de générer des revenus dès le départ avec le biochar et avec l'hypergaz, on confère au procédé une rentabilité aux projets sont rentables. Et donc ça facilite un déploiement plus rapide de l'hydrogène et diminue le recours à l'aide publique. Alors, la biomasse, j'en ai parlé assez rapidement. Les premières installations vont fonctionner avec des belles biomasses qualitatives, des granulés de bois, des plaquettes forestières. Mais évidemment, l'idée, c'est d'aller le plus vite possible vers des déchets, des résidus qui autrement ne sont pas valorisés. Des bois de démolition qui aujourd'hui encombrent nos parcs de collecte, hein, puisque la France aujourd'hui est excédentaire à plus d'1 million de tonnes par an de bois de démolition. Donc c'est un gisement considérable qui serait intéressant de valoriser. Et à terme, effectivement, on peut se projeter dans la valorisation des ordures ménagères. Les coproduits, je les ai cités tout à l'heure, c'est le biochar, à savoir c'est un carbone solide, c'est un produit à très haute valeur énergétique, c'est du charbon. Il est stockable, il est facile à transporter, il est insensible à l'humidité comme la biomasse, il est stabilisé et c'est un très bon combustible. Mais il y a énormément d'autres applications du biochar qui sont en plein développement aujourd'hui, notamment comme adjuvant dans différents procédés industriels, mais également comme complément dans l'agriculture. L'hypergaz, je l'ai cité tout à l'heure, c'est un petit peu disons le descendant du gaz de ville de nos grands-pères. Et l'hydrogène obtenu à partir d'Inoka est compatible avec les piles à combustible pour alimenter les véhicules. Alors, nous avons déjà mis en place 2 projets qui sont en cours de réalisation aujourd'hui. Le premier s'appelle Vitry-Hydrogène, à Vitry-le-François. C'est la ville où nous sommes basés. C'est un petit territoire, petit mais précurseur depuis de très nombreuses années dans la transition énergétique, puisque la ville de Vitry-le-François a été l'une des toutes premières collectivités en France à se doter d'une chaufferie biomasse. Et donc à Vitry, nous allons installer, dans le cadre d'un consortium avec la collectivité, avec l'école centrale Supélec également, un démonstrateur industriel à hauteur de 120 kg d'hydrogène par jour, c'est-à-dire de quoi alimenter une flotte de véhicules de l'ordre de 250 véhicules. Alors la collectivité s'est déjà engagée pour 5 Kangoo. Vous comprenez tout de suite que si on doit amortir la station de 120 kg jour avec 5 Kangoo, on va avoir un problème. Et justement, le problème, il est résolu par l'adjonction, l'installation de la station Inoka à proximité du réseau de chaleur. Et donc, le syngaz produit en excès, l'hypergaz produit en excès, ainsi que le biochar, à minima, seront valorisés en chaleur pour la collectivité. Et donc, on contribue à amortir le projet. Alors, ce projet, il a fait l'objet d'un dépôt de dossier territoire hydrogène, lauréat en 2016, et un des tout premiers projets, d'ailleurs, à avoir reçu le soutien de l'ADEME pour ce projet. Je précise aussi qu'au tout début, quand on a présenté cette solution, l'ADEME était un peu dubitative. On se disait, mais
Pourquoi faire de l'hydrogène à partir de biomasse? L'hydrogène, il est électrolytique, hein, tout le monde en parle. Et on a pu les convaincre effectivement de l'intérêt de cette solution comme une autre solution, une autre voie. Et donc ce premier projet, il sera réalisé à Vitry-le-François à l'échelle d'une petite collectivité. Le deuxième projet, également en cours de réalisation, c'est au travers de RGDS, donc Réseau de gaz de Strasbourg. C'est une unité multi-énergie qui vise à produire 650 kg par jour d'hydrogène. Donc là, on vise une flotte de véhicules de plus de 1000 voitures, hein, véhicules légers, ou des bus, ou des navettes fluviales, ou du ferroviaire. Donc les débouchés sont multiples, mais le premier débouché de la station de RGDS, ça va être de produire du syngas pour enlever une partie du gaz naturel encore aujourd'hui consommé dans le réseau de chaleur de Strasbourg. Donc pour contribuer au verdissement du réseau de chaleur dans un premier temps, et progressivement, à mesure que les besoins de mobilité vont croître, une partie de ce syngas va être convertie en hydrogène. Et donc on accompagne finalement le développement de la mobilité urbaine à partir de cette station, en favorisant les usages en matière de mobilité fluviale, routière, transport collectif, et également par l'injection de cet hydrogène dans le réseau de gaz, RGDS distribuant du gaz naturel sur un peu plus de 100 communes autour de Strasbourg. Voilà, j'en ai terminé avec cette petite présentation et vous voyez quelques-uns des trophées qui ont récemment salué la technologie Inoka. Voilà. Je vous remercie. C'est vraiment très intéressant parce qu'effectivement, ça montre pour les territoires que on dit toujours que l'hydrogène est un vecteur passerelle finalement entre à la fois de la production, de la capacité de produire de l'électricité, de l'énergie plutôt, d'électricité la plupart du temps, puisqu'on parle beaucoup de solaire, d'éolien, d'hydraulique, on parle également de bioressources. Donc en fait, on voit que le lien qu'il peut y avoir entre la production de richesse, énergie, sur les territoires, la capacité à la transformer pour l'amener vers les usages et du territoire et éventuellement à plus large échelle de la nation ou de l'Europe, etc. Donc il y a vraiment un rôle important de l'hydrogène dans ces futurs systèmes énergétiques. On voit que les solutions technologiques avancent, progressent, que les coûts baissent. Et qu'il y a vraiment un intérêt, on rencontre de plus en plus de territoires, enfin nous à la FIPAC, on rencontre de plus en plus de territoires qui sont motivés par ce vecteur, qui s'interrogent, qui ne le connaissent pas forcément très bien, qui ne savent pas très bien comment le manipuler, le maîtriser, on l'a expliqué, il faut aussi se faire entourer un peu d'experts du domaine et de bien comprendre comment tout ça se passe. Les opérateurs de réseau, que ce soit électrique ou gazier, s'intéressent au sujet et essaient de trouver les contextes et les situations qui pourraient se prêter à d'abord de l'expérimentation, de la démonstration, puis du déploiement, si le caractère compétitif pouvait être démontré. Donc on voit bien que l'hydrogène, pour les territoires, c'est un enjeu du futur. Il ne faut pas hésiter effectivement à poser des questions. Donc je vais peut-être conclure ce tour de table qui était vraiment passionnant sur à la fois côté technologique, politique, puisque quand on parle de territoire, on parle de politique, énergétique, puisqu'on a des opérateurs d'énergie qui sont là autour de la table. Et je vais remercier effectivement ces trois personnes pour nous avoir bien éclairé sur le potentiel de ce vecteur énergétique. Merci beaucoup. Merci.